Alors concernant la table ronde d'aujourd'hui, on l'a vu précédemment, on a pour tradition historique dans l'éthique du soin, me semble-t-il, d'aborder beaucoup la vulnérabilité des patients. Et quand vous regardez, j'ai regardé encore ça hier, la bibliographie internationale, la vulnérabilité du soignant est un sujet finalement assez récent, qui a trait à un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, le sens donné à son métier, la disponibilité des temps de réflexion, mais plus profondément, me semble-t-il, la question du rapport à l'autre dans des tensions morales qui font que le soignant est avant tout aussi un citoyen et qu'il se sent de temps en temps pris dans des contradictions entre sa mission professionnelle et sa mission citoyenne. Donc c'est pour ça que je trouve que cette table ronde est assez intéressante. Je ne sais pas si je l'aurais intitulée « Soigner les soignants », parce que je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut pathologiser à outrance la souffrance des soignants, même si certains pensent que burn-out est un phénomène important, et j'en suis conscient, mais je pense que ça va au-delà. Je pense que c'est vraiment la question du sens qu'il faut donner dans nos institutions. Et effectivement, en filigrane, mais c'est impensif que le dire et je m'en excuse, c'est vrai que prendre cet angle d'attaque fera que, du coup, les patients seront certainement mieux pris en charge. Deuxième petite assise, en historique de ce qui se passait pendant la crise Covid, quand même. Vous savez que quand Jean-François Delfrécy nous avait demandé de créer des cellules d'appui, on s'attendait énormément à avoir des demandes d'aide à la décision en milieu médicalisé, et qu'en fait, une grande partie des dossiers est plutôt venue des EHPAD et du monde médico-social. C'est pour ça, mais je sais que pour vous tous, ça va de soi, mais je pense que le vocable de soignant, pour ceux qui ne seraient pas dans cette enceinte, il faut le rappeler, c'est très large. C'est pas l'infirmière, le médecin, c'est bien sûr l'aide-soignante, c'est l'ASH, c'est l'assistante sociale, c'est, je pense, le directeur d'établissement aussi EHPAD qui s'est trouvé en grande souffrance. Et il ne faudrait pas, vous voyez, instituer des dichotomies. Je pense que toute personne en charge d'eux a finalement une dynamique de soins, si on prend le soin au sens de l'accompagnement de l'autre dans toutes ses dimensions, physiques, psychologiques, mais j'ajouterai aussi médico-administratives. Voilà. Donc voilà, ce sera mes propos d'introduction. Pour passer donc d'abord la parole à Marie-Elisabeth Maujean, qui va nous traiter finalement d'un propos assez général sur la souffrance des soignants au travail, avec essayer de nous positionner les enjeux. Je le redis et je m'en excuse pour chacun des intervenants, je suis gardien du temple du temps. Donc de temps en temps, je ferai ce qui est désagréable à faire, un petit rappel à l'ordre si on voit que ça déborde. Donc bonne présentation. Bonjour, je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, mon propos sera basé sur deux travaux de la mission documentation de l'EuroBFC que je porte. La mission, pas l'EuroBFC. Donc, une fiche doc éthique qui traitait donc de la souffrance des soignants et de ses enjeux éthiques. C'est un document qui n'est pas basé sur une étude, mais sur une recherche bibliographique qui fait un état des lieux de la littérature sur le sujet. Et suite à cela, nous avons produit un webinaire avec des intervenants extérieurs et nous avons réfléchi sur ce sujet. Donc mon intervention aujourd'hui reprendra ces éléments que vous pouvez tous retrouver sur notre site internet, dont la bibliographie, avec des comptes rendus et des suggestions notamment de ces personnes extérieures. Mon petit diaporama n'appuiera pas tant mes propos que donnera des éléments illustratifs. Je suppose que l'ERENA pourra vous le fournir après si vous souhaitez le récupérer pour mieux lire mes éléments. Alors pour commencer, donc, comme vient de le dire Grégoire, je tiens à préciser que quand j'utiliserai le terme de soignant, je l'utiliserai de manière très large, c'est-à-dire toute profession médicale, paramédicale, voire même administrative, qui gravite ou exerce dans le milieu de la santé. Tous à des degrés divers et avec des symptômes variés manifestent aujourd'hui une souffrance au travail, qu'ils soient salariés ou même libéraux. Nous verrons ensemble rapidement en fait, que soigner les soignants nécessite une approche globale du phénomène qui est multifactorielle. Et en cherchant quels sont les enjeux éthiques de ce soignant souffrant, on se retrouve à devoir soigner les structures d'organisation de soins pour, in fine, avoir une meilleure prise en charge des patients. Et en ce sens, on peut dire que la démarche éthique qui vient interroger le bien-être au travail des soignants est une part essentielle du processus de résilience en vue de la guérison, que je mets entre guillemets,
des professionnels du secteur. Alors non, ce n'est pas du tout celle que je voulais. Là, voilà. Le SEPS, donc le syndrome d'épuisement des professionnels de la santé, est défini généralement par ces 3 caractéristiques, à savoir l'épuisement émotionnel, la perte du sens et de l'accomplissement de soi au travail et la déshumanisation de l'autre dans la relation, ce qui est très important dans la relation de soins. 5 catégories de facteurs peuvent provoquer ce syndrome et un seul dépend exclusivement du soignant. Les 4 autres dépendent de l'organisation de travail et nous amènent à une terrible conclusion que les soignants aujourd'hui, en l'état des choses, font un travail qui les fragilise. La question peut être posée, même dès les études, quel modèle et quelle ambiance de travail pour les étudiants. Et par ailleurs, les libéraux ne sont pas non plus épargnés puisque leur statut les expose très rapidement et radicalement à un risque de SEPS. Cependant, pour prendre l'exemple des libéraux, ce risque diminue dès qu'ils s'associent en groupe de professionnels, en maison de santé, ce genre de choses. À plusieurs, ils peuvent se répartir vacances, plages horaires, garde, et limiter culpabilité et épuisement liés à des problématiques de territoire. C'est un exemple d'adaptation que les libéraux ont mis en place pour résister à des difficultés de manque de professionnels. La tension éthique qui émerge principalement lorsque l'on se situe du point de vue du soignant est cette difficulté que le professionnel va avoir à ne pas s'oublier au profit du soin de l'autre et de la bienveillance qu'il doit à son patient. Est-ce qu'on peut soigner les autres quand on prend mal ou pas soin de soi ? Est-ce que prendre soin des patients peut se faire sans prendre soin de ses collègues, sans faire attention à la culture, à l'ambiance, au travail, à la psychologie, à la santé mentale de ses collègues ? Est-ce qu'un soignant peut soigner s'il est lui-même souffrant ? Le soignant doit-il faire preuve de résistance en allant à l'encontre de ce qui lui est demandé parfois par le système de soins pour prendre soin de lui ? Refuser de remplacer un collègue qui est absent, etc. Le professionnel fragilisé est un soignant qui est plus à risque de commettre des erreurs médicales. Dans la relation soignant-soigné, le patient fait le pari en fait, de faire confiance au soignant, lequel engage son expertise. L'erreur médicale est difficilement compréhensible du côté du patient, et il serait intéressant d'avoir des études, en tout cas moi j'en ai pas particulièrement trouvé, qui détermineraient l'impact réel des soignants atteints de SEPS sur la prise en charge des patients. Donc, latence de guérison, coûts financiers supplémentaires, utilisation prolongée de lit. Ce ne sont pas des études si faciles évidemment à mettre en place, mais qui seraient intéressantes. Si le patient peut pâtir de la souffrance des soignants, il est également possible qu'il participe à la renforcer. Historiquement, donc, le soignant s'adressait aux patients sur un registre plutôt paternaliste et descendant. La loi Kouchner a remis un petit peu d'ordre là-dedans en remettant un peu le patient au cœur. Mais avec divers scandales sanitaires, la mouvance #MeToo qui a pu être transformée contre certains services ou certains professionnels, l'autodiagnostic élaboré sur Internet, l'intolérance et la frustration des soins ont fragilisé ce lien soignant-soigné. Et ainsi, les soignants voient aller crescendo la quantité d'incivilité, de violence verbale et physique. Mais paradoxalement et en parallèle, les patients sont à plus de 80% satisfaits de leurs soins, en tout cas dans les soins publics. Et ils ont souvent conscience en plus des difficultés rencontrées par le personnel. Alors, Madame Tarnier, qui est juriste au CHU de Dijon, qui est responsable des affaires juridiques et du droit des patients, qui a participé à notre webinaire, s'interrogeait sur l'absence majeure du rappel des devoirs du patient et qui irait de pair en fait avec leurs droits. Un patient est autant responsable que quiconque dans un établissement de santé à être acteur à la fois de sa guérison, mais de l'ambiance, de la politesse et du savoir-vivre de là où il se trouve à vivre à ce moment-là. Alors évidemment, la bienfaisance qu'un patient doit à son soignant n'est pas symétrique et à l'équilibre avec celle qu'un soignant devra à son patient, mais malgré tout, il est essentiel de se demander en quoi la souffrance ressentie par le professionnel et générée par des facteurs structurels amène une malfaisance involontaire dans le soin avec une spirale infernale qui va fragiliser le soignant, puisque quand il se rend compte qu'il provoque de l'insatisfaction chez ses patients, c'est malheureux pour lui.
En transition vers mon troisième point, on peut se demander du coup dans quelle mesure le soignant peut résister seul au climat ambiant parfois vraiment maltraitant entre collègues et patients, quand celui-ci est généré également par le système d'organisation des soins. Le regard porté par les structures sur les professionnels de santé souffrants est souvent réducteur et ramène l'entière responsabilité sur le soignant qui serait en charge de prendre soin de lui pour pouvoir être apte à travailler. Les libéraux, de leur côté, pourront se blâmer de ne pas avoir tout su gérer correctement. Or, rappelons quand même que seul un des 5 facteurs du SEPS est entièrement dépendant du professionnel seul. L'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés et techniquement, un soignant pourrait porter plainte contre son employeur. C'est cependant très rare parce que le SEPS, bien que reconnu comme maladie, n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle et la difficulté pour le soignant serait de réussir à démontrer que cette souffrance a un lien direct avec son travail. En réalité, combattre la souffrance des soignants demanderait pour chaque critère une réponse spécifique de tous les acteurs concernés, à savoir l'individu lui-même, l'équipe de travail, l'organisation des soins et l'État. Le piège des logiques comptables et financières s'est refermé sur les organisations de soins et demande aujourd'hui que soit réinterrogée la qualité de vie au travail, et ce, dès la formation initiale des étudiants. Le coût social du burn-out des soignants n'est pas chiffré aujourd'hui, mais il n'est pas difficile d'envisager l'ampleur des économies possibles, pour ne parler qu'en termes financiers, en évitant le départ anticipé des professionnels de santé, en limitant les burn-out et les arrêts maladie. On pense spontanément évidemment au coût RH, mais comme la pandémie nous l'a bien montré, lorsque nous manquons de personnel, nous déprogrammons, nous reportons, voire nous annulons des prises en charge. Est-ce qu'on peut accepter, en tant que société, qu'une partie de ce phénomène soit liée à la souffrance des soignants? Sans une recherche d'amélioration du système de santé, est-ce qu'on peut espérer une amélioration des conditions de travail des soignants dans les années à venir? Et les soignants qui dénoncent de ne pas pouvoir travailler correctement en faute de moyens adéquats, et que ça participe à leur souffrance, comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut répondre à ce cri d'alarme? C'est en ce sens, en fait, que la résistance peut être vue aussi d'abord comme une responsabilité des structures pour réfléchir et pour avoir le courage de changer de modèle si nécessaire. Penser le SEPS de manière collective est essentiel si nous voulons protéger autant nos professionnels que les structures et, in fine, tous les citoyens. Ces questions se retrouvent dans nombreux domaines d'expertise et chacun a des solutions et des réponses à apporter. Dans notre domaine de l'éthique, nous pouvons aider à redonner du sens à la pratique soignante en leur donnant du temps de parole, d'écoute et d'échange, une méthode pour réévaluer leurs priorités et prendre soin d'eux. Cela facilite leur intégration des difficultés rencontrées au quotidien, les aide à repérer les deuils à faire, renforce l'esprit d'équipe, évite le sentiment d'isolement et d'abandon. Là où parfois on reproche à l'éthique de remuer les questions sans proposer de solution, nous pouvons affirmer que poser ces questions est déjà une forme de réponse au mal des professionnels. En conclusion, penser grossièrement qu'il n'y a pas de bien-être des travailleurs hors de la bonne santé de la structure est une pensée qui n'a pas fait ses preuves dans le monde du soin et probablement dans le reste des milieux du travail. Il est urgent que les structures, les professionnels et l'État réalisent qu'il n'y a pas de bonne santé pour la population française sans une bonne santé des professionnels de santé, lesquels sont organisés dans des structures qui doivent prendre soin de la ligne de conduite de leurs professionnels, de leur ligne budgétaire, mais surtout faire attention à la ligne à ne pas franchir qui amène vers la souffrance au travail. Le problème de la souffrance des soignants n'est bien sûr pas une spécificité française, et il est intéressant de savoir que certains établissements étrangers travaillent depuis des années sur la question. Je prendrai pour référence par exemple la Mayo Clinic au Minnesota aux États-Unis, qui en a fait vraiment un fer de lance de recherche universitaire et qui a proposé en 2017 9 recommandations pour les structures afin de combattre le burn-out des soignants. C'est très exigeant, hein, c'est pas léger comme recommandation. Je vous invite en tout cas à aller le lire. La démarche éthique demande du courage, mais apportera une première réponse auprès des professionnels de santé et permettra, nous l'espérons, que chaque domaine d'expertise puisse se poser les bonnes questions pour une meilleure santé au travail de nos professionnels de santé. Je vous remercie et je suis disponible pour les questions. Merci Marie-Elisabeth pour vos propos, qui
font écho à une toute petite anecdote que je vous livre. Il y a quelques années, je discutais avec Laurent Chambaud à l'École des hautes études de santé publique de Rennes et je lui dis que ce sujet devait mettre au programme de la formation des managers de santé. Et on m'avait répondu que ce n'était pas une urgence à l'époque. Mais comme ici, il y a un digne représentant de l'HESP dans la salle, peut-être que désormais les choses vont évoluer. La table ronde suivante, donc l'intervention suivante, c'est l'équipe des espaces éthiques de Hauts-de-France pour revenir effectivement sur la question de la crise sanitaire. Alors effectivement, le confinement en EHPAD a été certainement l'illustration plus paradigmatique de ce qu'on débat aujourd'hui. Donc je passe la parole à Lucie Noyer pour également 10 minutes. Si elle peut tenir son temps, ce serait parfait. Merci. Alors je suis Lucie Noyer, je suis interne en fin de 6e semestre de médecine générale au sein de la faculté de médecine de Lille. Je vais vous présenter un travail qui est issu de ma thèse d'exercice que j'ai soutenue en mai 2022, qui s'intitulait « Covid-19, enjeux et impact du confinement dans les EHPAD du Nord et du Pas-de-Calais ». Ma thèse a été soutenue devant le président de jury, le professeur François Puisieux, professeur de gériatrie, devant Antoine Lemaire, médecin de soins palliatifs et également de la douleur chronique au sein de l'hôpital de Valenciennes, et Nathalie Assé, médecin urgentiste au SAMU de Lille, qui se présentera tout à l'heure devant vous. Donc, le confinement en EHPAD, quel impact pour les professionnels ? Tout d'abord, la crise sanitaire liée à l'émergence de la Covid-19 a conduit les instances sanitaires à imposer un confinement relativement strict dans les EHPAD à partir du 11 mars 2020, soit quelques jours avant celui imposé à la population générale, pour une durée de plusieurs semaines et parfois de manière répétée en fonction de l'évolution épidémique. Cela a privé les résidents notamment de contacts humains et les a isolés encore plus qu'ils ne l'étaient en raison de cette institutionnalisation. Il s'agissait évidemment d'une situation inédite qui a questionné le statut des EHPAD entre lieu de vie et lieu de soins, particulièrement dans un contexte de tension hospitalière que nous avons évoqué précédemment. L'objectif de mon étude était d'identifier et d'analyser les problématiques liées au confinement, particulièrement celui de mars 2020, pour les résidents et pour les personnels des EHPAD. Pour cela, excusez-moi pour l'écriture qui est un peu petite sur les diapos, j'ai réalisé une étude qualitative qui a été inspirée de la phénoménologie interprétative. Nous avons donc mené des entretiens individuels compréhensifs auprès de 11 résidents et 15 membres du personnel d'EHPAD, qui pouvaient être des infirmiers, des aides-soignants, une cuisinière, aide médico-psychologique, directeur, psychologue, dans 11 établissements, dont 11 EHPAD du Nord et du Pas-de-Calais, entre mars et septembre 2021. Ce qu'il ressortait de cette étude, c'est que les soignants ont vu leurs pratiques bouleversées suite à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire et des mesures qui ont été prises dans les EHPAD. Ils ont fréquemment évoqué leur remise en question de ces mesures sous le prisme de considérations éthiques. Ce confinement a fait naître des sentiments ambivalents entre volonté de protéger les résidents et peur que ces restrictions puissent conduire à une dégradation de leur état de santé à la fois psychique mais également psychologique. Cette peur de nuire aux résidents face à des mesures parfois jugées trop strictes a contribué sur le long terme à une perte de sens pour les professionnels. Si l'annonce brutale du confinement a suscité l'incompréhension, le manque de matériel, de moyens, d'effectifs a engendré la colère et la peur. Les soignants ont fait face également à une complexification de leurs tâches consécutive à la mise en œuvre de protocoles sanitaires très exigeants. Ils ont majoritairement déploré le manque de temps à consacrer aux résidents et aux familles, notamment dans les situations particulières de fin de vie. Incertitudes et injonctions contradictoires ont pu mener certains soignants au renoncement et même à l'abandon de leur métier, comme c'était le cas lors d'un entretien avec une infirmière qui me faisait part de sa volonté de se reconvertir une fois la crise passée, car elle estimait avoir perdu le sens de son exercice. Cependant, la plupart des soignants évoquaient cette volonté de résister en faisant preuve d'adaptation, mais également de résilience,
pour organiser et repenser la vie au sein des EHPAD. Les difficultés organisationnelles les ont obligés à la réactivité et à plus de flexibilité, en s'accordant une marge de liberté dans l'application des protocoles. Cette marge de liberté pouvait parfois aller jusqu'à la transgression de certaines consignes, très particulièrement dans les situations de fin de vie, où certains personnels évoquaient en effet avoir permis aux familles de rentrer dans les établissements, mais également d'avoir un contact direct sans équipement de protection pour les résidents qui étaient en fin de vie, et ce, malgré les consignes l'interdisant dans certains établissements lors de ce premier confinement. La solidarité entre les professionnels, les échanges bienveillants avec les pairs et le soutien de la hiérarchie ont apaisé les tensions et ont souvent renforcé les liens entre les équipes. Mais c'est surtout auprès des résidents que les personnels déclarent avoir tiré leur force pour tenir bon et résister. En conclusion, le confinement strict tel que celui que les EHPAD ont connu au printemps 2020 a été une épreuve, avec des conséquences certaines sur la santé des résidents et sur le moral des soignants. Mais il a aussi été une opportunité d'apprentissage, en permettant de repenser les prises en charge en contexte de pénurie. Notre étude semble avoir montré l'importance de considérer la liberté d'action des personnels et le droit à la prise de risque, dans le but de maintenir la qualité de vie des résidents en EHPAD. Elle a également été l'occasion d'offrir une véritable reconnaissance au personnel des EHPAD en tant qu'experts de terrain, qui sont à considérer comme des interlocuteurs privilégiés pour tirer les leçons de cette crise sanitaire qui a grandement touché les EHPAD. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie, et merci d'avoir tenu le timing. En plus, c'est clair et précis, donc bravo. On va changer un peu de paradigme, là, en abordant une communication de Marie-Claude Dédé de l'espace Occitanie, à propos d'une réflexion sur les outils numériques. Alors, vous savez que les outils numériques, ça vous laisse le temps de vous installer, sont débattus dans leur plus-value et dans leur moins-value. Et effectivement, il y a beaucoup de soignants qui pensent... J'ai plus de micro, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de soignants qui pensent que effectivement, ces outils auraient pu dégrader leur prise en charge de soins, alors que pendant la crise, il y en a beaucoup qui ont pensé le contraire et ont trouvé que c'était des supplétifs intéressants. Donc je pense que le regard de Marie-Claude, de ce point de vue-là, va nous permettre d'avancer pas à pas sur ce sujet. Donc merci à vous. Et puis merci de bien suivre également les 10 minutes. Oui, je vous mets la pression, je m'en excuse. Donc, merci de donner la parole au groupe de travail Questions d'éthique pratique à domicile de l'Aire Occitanie. Ce groupe de travail a ouvert en décembre 2021, janvier 2022, auprès des professionnels de santé du domicile, une enquête de perception de l'utilisation des outils numériques dans leur pratique pendant la pandémie. Les objectifs principaux de cette enquête étaient de connaître l'utilisation qu'ils avaient eue et de savoir s'ils avaient bénéficié d'une formation éthique spécifique préalable, de préciser également leurs attentes et leurs craintes concernant leur pratique et la relation de soins, et enfin d'envisager avec eux la poursuite d'une démarche réflexive éthique partagée sur ce sujet. Donc, un questionnaire a donc été adressé aux médecins généralistes, aux pharmaciens d'officine et aux infirmières libérales par le biais de leurs URPS respectives, Union régionale des professionnels de santé, et seules 117 réponses ont été comptabilisées, dont 51 médecins, 34 pharmaciens et 32 infirmières. Ce qui, vous l'avez compris, ne permet pas d'analyse quantitative, mais l'enquête apporte cependant des témoignages d'utilisateurs intéressés sur le sujet, dont le recueil permet de mettre en exergue quelques constats qui sollicitent la réflexion éthique. Donc c'est sur ces constats que je vais m'appuyer. Donc, considéré comme un progrès avant la pandémie par une majorité de pharmaciens et un peu plus de la moitié des infirmiers et des médecins qui ont répondu à l'enquête, l'utilisation de ces outils numériques s'est majorée pendant cette période de crise, essentiellement pour les médecins par les téléconsultations. Les infirmières ont fait quelques télésuivis, mais notamment quand on manquait de matériel de protection. Et ensuite, elles ont poursuivi la plupart des visites de suivi des patients atteints de Covid à domicile. Et quant aux pharmaciens, ils ont continué à voir les patients en officine. Donc si, comme l'annonce Marie Hanot, la résilience peut s'analyser en termes d'adaptabilité positive, c'est probablement ce qui s'est produit pour ces professionnels confrontés à la pandémie que nous avons connue. Dans l'après-crise, curieusement, ces outils sont considérés comme peu facilitateurs de la pratique.
La crise un peu mise à distance, la résilience semble faire plutôt place à un phénomène de vigilance. En effet, la majorité de ces professionnels considèrent que ces outils n'ont pas apporté une amélioration vraiment significative dans leur pratique quotidienne durant cette période. Plus de la moitié d'entre eux estiment que ces outils n'ont pas facilité leur pratique, même après la crise sanitaire, bien que dans cette période, les actes de télémédecine, de façon globale, se sont largement développés. L'impact de ces outils sur la relation de soins, une majorité de médecins et de pharmaciens, et un peu plus de la moitié des infirmières qui ont répondu à l'enquête, estiment que l'utilisation de ces outils a un impact sur la relation de soins, bien que les réponses à l'enquête ne soient pas très tranchées. En effet, l'incidence est décrite comme positive pour une partie des médecins, mais en même temps comme une altération de la relation pour une autre partie d'entre eux. Du côté des pharmaciens, ils expriment davantage une crainte de l'altération de la relation plutôt qu'un bénéfice qualitatif, et la majorité des infirmières estiment qu'il n'y a pas d'incidence positive liée à l'utilisation de ces outils, sans pour autant avancer que leur utilisation altère la relation. Certains répondants ont évoqué une relation différente ou encore une perte de la relation dite normale. En soins à domicile, l'idéal soignant de cette relation se situe le plus souvent dans une approche à la fois systémique et holistique, ce que ne reflètent pas forcément les outils numériques. Alors, devant ces réponses qui n'étaient pas vraiment tranchées sur le sujet, j'ai regardé du côté des personnes soignées quels étaient leurs avis. Et j'ai trouvé une enquête intitulée « Les Français et la e-santé » diligentée par France Asso Santé, qui révélait que 60% des personnes qui avaient répondu à cette enquête n'avaient pas trouvé de différence entre une consultation en présentiel ou une consultation en visio concernant la relation. Donc vous voyez que les professionnels de santé et les personnes soignées n'ont pas tout à fait les mêmes avis, semble-t-il. Donc émergeait aussi, suite à ces réponses, la nécessité d'une formation éthique spécifique. Bien que peu acculturés à l'usage de ces outils, la grande majorité des médecins et infirmières les utilisent aujourd'hui dans leur pratique professionnelle. Et on voit que depuis, cette évolution va très vite. Pour les 3 professions interrogées, 3/4 des soignants répondants précisent ne pas avoir été formés ou initiés à l'utilisation d'outils numériques en santé. Et ceux qui ont été formés n'ont pas bénéficié de références éthiques dans ces formations. Pour pallier à cela, les formations initiales et continues intègrent progressivement le numérique en santé dans les cursus de formation. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'elles ne se réduisent pas à la formation technique de ces outils. Rappelons que dans son bulletin de veille numéro 3, le Comité national pilote d'éthique du numérique inscrivait le fait de sensibiliser les soignants aux enjeux éthiques de l'usage des outils numériques parmi les points de vigilance. L'ensemble des professionnels qui ont répondu à l'enquête estiment en effet que de tels outils posent des questions éthiques. Certaines sont communes aux 3 professions, à savoir le respect du consentement éclairé, de la confidentialité, de la sécurisation des données, mais aussi l'incidence sur le lien social dans la relation de soins. Toutefois, la protection des droits de ces personnes liées à l'utilisation d'objets connectés sécurisés par les professionnels de santé reste à promouvoir. En effet, on s'est rendu compte dans cette enquête qu'un certain nombre de professionnels ne connaissaient pas le statut sécurisé ou non des outils qu'ils utilisaient. Et puis, tous ont souligné également l'inéquité d'accès à ces dispositifs. Alors, comment prévenir le risque de perte de sens de l'exercice professionnel ? Ces professionnels ont répondu également qu'ils craignaient un risque de déshumanisation de la relation et l'évolution vers un soin consumériste avec une dévalorisation de la profession, notamment pour certains médecins. Différents verbatims sont assez explicites. Je cite, c'est de la sous-médecine, perte de contact, pas d'examen clinique, sensation de devenir du consommable, ou encore reflet d'un consumérisme médical, ou encore crainte de ne pas être exhaustif dans le soin et risque de dévalorisation de la consultation médicale. À noter que dans l'enquête à laquelle j'ai fait précédemment référence de France Asso Santé, pour un tiers des Français, l'absence d'auscultation du médecin reste tout de même un inconvénient.
Pour les infirmières, le risque de mise à distance de la relation avec le patient, avec intrusion dans son lieu de vie et fragilisation du lien social sont évoqués. Elles craignent également de voir le recours à l'utilisation des outils numériques pour compenser la pénurie de soignants et à terme peut-être d'être remplacés. Donc pour ces professionnels, il y a la crainte d'une perte de sens de leur pratique professionnelle qui pourrait résonner en écho avec la crise des institutions et fragiliser davantage le système de santé plutôt que de pallier à la déficience de l'offre. Pour mention que vous aviez citée dans l'introduction de cette journée, la double caractéristique de la résilience qui en fait l'originalité, c'est à la fois la résistance à la destruction et la construction d'une existence valant d'être vécue. Par ailleurs, différents auteurs, dont Amy Werner, qui a été cité hier, qui est à l'origine du concept de résilience, ces auteurs mettent en avant l'estime de soi comme un facteur de protection du sujet résilient. Alors, comment préserver cette estime de soi et avoir une vie professionnelle valant d'être vécue et qui pourrait aussi prévenir l'épuisement professionnel? Alors, on pourrait répondre différemment à cette question, mais la réflexion éthique peut sans doute être une aide précieuse en redonnant du sens à nos actions soignantes et en réinterrogeant les valeurs premières du soin. Confrontés à ces inquiétudes, les professionnels répondants ont manifesté un besoin de formation à la réflexion éthique selon différentes modalités, e-learning, documents de formation, discussions en petits groupes, voire mise en place de structures d'aide à la réflexion éthique que les espaces éthiques pourraient leur apporter. En conclusion, si les formations initiales vont intégrer ces nouveaux enjeux, il est aussi important de pouvoir accompagner les soignants du domicile en exercice dans l'évolution de ces pratiques. L'utilisation de ces objets connectés doit permettre de rester au service des personnes soignées, dans le maintien de toute la dimension humaine de la relation de soins et également respectueuse de leurs droits. Et c'est en répondant probablement à ces besoins que les outils numériques en santé peuvent devenir outils de résilience face à l'incertitude, à l'éloignement et aux inéquités d'accès aux ressources de santé. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci à vous Marie-Claude, d'autant plus que vous le savez tous, c'est un sujet de grande actualité également au niveau politique, puisqu'actuellement on s'interroge sur la juste pertinence ou les déviances de l'utilisation des outils de téléconsultation. Juste pour dire, mais là aussi vous le savez tous, mais comme il y a nos deux amis de la DGOS que j'ai remercié tout à l'heure pendant que vous n'étiez pas là, donc je vais vous remercier à nouveau, les remontées de territoire, la mission observation des pratiques qu'ont les espaces éthiques, voilà, peuvent participer quand même à ce débat national, votre travail participe, et puis il y a d'autres espaces éthiques, j'en profite pour faire publicité pour un travail que mène Guillaume Grandazzi, financé sur la région Normandie, où effectivement on recense, j'ai envie de dire, un travail autour sur la balance bénéfice-risque qu'ont ces nouveaux outils. Et donc j'y rajouterai, là vous avez évalué les professionnels et nous on évalue les usagers, donc vous voyez qu'il y a une complémentarité de travaux qui peut se faire. En tout cas un grand merci pour votre exposé. Alors la dernière intervention qu'on va confier à Hélène Gebel recroise un peu effectivement les propos inauguraux de cette table ronde autour de la question des risques psychosociaux et de voir si l'éthique finalement peut contribuer à leur prévention. On le dit souvent parce que nous on est intimement convaincus que l'éthique est importante dans le bien-être des individus, qu'ils soient soignants, patients ou proches. Mais effectivement, de temps en temps, j'ai envie de dire, il faudrait le démontrer. Alors je ne sais pas si Hélène pourra nous le démontrer, mais en tout cas elle va nous poser les questions. Non, effectivement, ce sera plus une hypothèse et je vous inviterai à la fin peut-être à poursuivre, en tout cas au niveau des espaces éthiques, peut-être, pourquoi pas dans la mission d'observation des pratiques éthiques. Donc, mon propos va consister déjà tout d'abord à vous redonner un peu de contexte sur les risques psychosociaux. Alors, rassurez-vous, je vais être très synthétique. Les risques psychosociaux, on en parle en France à peu près depuis 20 ans. On a surtout donc Christophe Dejour, qui est psychiatre, psychanalyste, et qui est spécialiste des conditions de travail, qui a déjà écrit ce livre vraiment fondateur que je vous invite à lire, qui se lit très simplement, donc sur la souffrance au travail. Et puis, ça s'inscrit finalement dans toute une histoire, parce qu'il y a aussi eu la loi sur le harcèlement moral. On avait aussi la question du harcèlement sexuel qui était rediscutée au niveau législatif. Et puis, vous le savez tous, on a eu cette affaire France Télécom, d'ailleurs, dont on parle encore, puisqu'il y a encore des actions en justice là-dessus,
où on a prouvé qu'il pouvait y avoir un management par la terreur, c'est-à-dire quelque chose de structurel qui détruit véritablement des salariés ou des travailleurs. Alors, fort de ce constat, on a le ministre du Travail de l'époque qui a demandé à un collège d'expertise de faire un travail. C'est pareil, ce rapport Golac, il est vraiment fondateur et je vous invite à le regarder. Ça se lit vraiment très simplement. Et donc, ça nous expose les 6 facteurs de risque qui concourent à l'émergence des risques psychosociaux. Ces 6 facteurs de risque peuvent se combiner, très souvent, ou peuvent apparaître isolément et être accentués l'un ou l'autre. Alors, ces facteurs de risque, on va les passer en revue rapidement, Grégoire, je te rassure, mais vous allez voir qu'ils touchent particulièrement les professionnels de santé et je rejoins ce qui a été dit par Marie-Elisabeth. Nos présentations sont très complémentaires. Je parle de tous les professionnels de santé. Alors, premier facteur, je vous ai mis des petites illustrations. C'est toujours plus sympathique. On a l'intensité du travail. C'est pas nouveau. Le modèle, tel qu'il a été présenté par Karasek en 1979, portait plutôt sur les travailleurs d'usine, l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, à l'instar de cette aide-soignante ou infirmière, on court après le temps. On se demande si on a encore suffisamment de temps dans les 24 heures que nous accorde une journée. Et donc, on est sans cesse dans un effort. Voilà, on est pressurisé. C'est aussi la notion d'effort, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire un effort qui nous dépasse, qui va au-delà de nos propres capacités. Donc, c'est le modèle de Sigrist. Deuxième facteur, ce sont les exigences émotionnelles. Alors, j'ai trouvé d'ailleurs, je crois que Véronique est là, oui, une présentation du CHU de Bordeaux. Donc, j'imagine qu'il y a eu des histoires pour en arriver à ces affiches. Les exigences émotionnelles, ça peut traduire 2 choses. C'est l'obligation de retenir ses propres émotions, ce qu'on a tous, évidemment, mais c'est aussi lorsque l'on est confronté à des émotions fortes, des insultes, des agressions, mais aussi de la tristesse, des situations désespérantes. Voilà. Donc, c'est le deuxième facteur. Le troisième, alors là aussi, ça a été évoqué juste avant, c'est la question de l'autonomie au travail. Quelle est la marge de manœuvre qui nous reste dans notre travail? C'est-à-dire ce que nous-mêmes, on peut apporter d'innovant, de créatif, qui nous appartient, qui nous fait sens. Sauf qu'aujourd'hui, on est submergé de protocoles. En tout cas, dans le domaine de la santé, les choses se multiplient, mais ce ne sont pas que des protocoles, ce sont aussi des recommandations, des directives, des règlements intérieurs, et j'en passe. Quatrième facteur, les rapports sociaux. Les rapports sociaux, alors, ils peuvent être pathologiques, dans les cas avérés, par exemple, de harcèlement, de manipulation, mais au-delà de ça, on a aussi des rapports sociaux, je dirais, de tous les jours, qui sont difficiles à vivre à certains moments. Je reprendrai ce qu'a dit hier Éric Fiat, on a les bonnes journées, puis on a les mauvaises journées, où là, la petite phrase de trop va faire que on va être excédé, on va être fatigué, épuisé. Alors, ces rapports sociaux, en fait, ils sont en lien avec 3 concepts, les concepts d'intégration, de justice et de reconnaissance. Donc, vous voyez qu'il y a une forte valeur symbolique ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend quand on travaille dans une organisation? On attend aussi un retour humain en termes de reconnaissance du travail, reconnaissance de l'effort, d'intégration. Donc, ça fait appel à tout ça. 5e facteur, qui va peut-être être celui qui vous intéresse le plus, c'est la souffrance éthique. Donc vous voyez que ça fait 11 ans qu'en fait c'est reconnu comme un facteur de risque, des risques psychosociaux. La souffrance éthique, alors là aussi ça peut se traduire de différentes façons. C'est quand on est amené à agir en contradiction avec ses propres valeurs. On nous donne un ordre, on nous demande de, faire la toilette en 5 minutes à une patiente, mais on aimerait prendre davantage de temps. Voilà, comment on fait?
C'est aussi, ça rejoint la notion de qualité empêchée, qui a été, je crois, discutée tout à l'heure et qui a été présentée par aussi un Français, Yves Clos, dans un livre qui s'appelle « Le travail à cœur ». Et puis enfin, de plus en plus, alors peut-être moins pour les soignants, mais du côté des gestionnaires, on a la notion de bro-out, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est le fait, par exemple, de passer sa journée, alors je dis ça, je dis rien, à faire des rapports d'activité, rendre des comptes, mais un rapport d'activité en soi, c'est bien, c'est intéressant, ça permet de mettre le travail en valeur, mais quand on ne fait que ça, est-ce qu'on a encore du temps pour faire son vrai travail? Pas sûr. Alors, vous voyez que dans les enquêtes de la DARES, on a des enquêtes qui sont spécifiques et liées aux professionnels de santé. Donc, clairement, ce sont des métiers qui sont identifiés aujourd'hui comme particulièrement à risque sur la souffrance éthique. Sur le dernier facteur, et je terminerai là en tout cas pour l'exposition des facteurs, on a l'insécurité de la situation de travail. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, c'est la certitude d'avoir un contrat de travail renouvelé à l'hôpital, d'avoir des perspectives d'évolution, d'avoir un pouvoir d'achat en lien avec le travail qu'on effectue. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Maintenant, si on regarde les conséquences, rapidement, on peut les classer en 3 catégories. Conséquences individuelles, bien sûr, au niveau de la santé physique et morale, avec le bémol qu'a dit Marie-Elisabeth tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'instant, les risques psychosociaux ne sont pas reconnus comme des maladies professionnelles. On a aussi donc, ce qu'on a vu par exemple cet été et depuis quelques temps maintenant, les conséquences organisationnelles, comme par exemple des services fermés. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il y a aussi des conséquences sociétales. Alors, à titre d'exemple, les ruptures dans le parcours de soins, les déserts médicaux, mais moi j'insisterai sur la notion d'anomie. L'anomie, donc je ne sais pas si vous la connaissez, donc ça vient d'Émile Durkheim, dans ce fameux livre. C'est en fait la perte des valeurs communes, la perte des valeurs qui font corps, qui nous permettent de nous réunir en société, de vivre ensemble, de voir qu'il y a un sens à vivre ensemble. C'est peut-être un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, la question, comment réagir? Et c'est là où j'apporte mon hypothèse. Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, évidemment, mais quand même, on le sait, on l'a vu, et donc là, par exemple, vous retrouverez des études c'est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui explique bien que l'action collective a toujours plus d'effets, aussi bien sur l'individu que justement sur l'organisation et la société. Alors, mon propos est de dire la délibération éthique, c'est une action collective. C'est une action collective et qui répond directement à plusieurs facteurs. Pourquoi? Déjà parce que cela permet d'exprimer un ressenti. Alors, je me passe d'expliquer ce qu'est une délibération éthique. Je sais que je suis face à un public plus qu'averti. Déjà parce qu'on peut, à ce moment-là, exprimer ce qui nous choque dans une situation, ce qui fait dilemme pour nous. Donc, ça va à l'encontre du facteur des exigences émotionnelles. On a ensuite un principe de collégialité. Dans une délibération éthique qui se passe bien, il n'y a plus de notion de hiérarchie, de pouvoir. On se respecte les uns les autres, on s'écoute, on n'est pas forcément d'accord avec l'autre, mais on a ce respect de la parole et de l'écoute. Donc, on retrouve cette marge de manœuvre qui nous appartient. Je le disais, donc ça rejoint aussi cette notion-là. On est dans un environnement respectueux. Donc, les rapports sociaux sont peut-être un peu moins tendus qu'ils ne peuvent l'être dans un service où il y a une hiérarchie forte, comme ça l'est particulièrement à l'hôpital. Et puis enfin et surtout, on peut en tout cas espérer avoir la résolution du dilemme éthique, ce qui permet à chacun d'être en accord, en cohérence avec les valeurs qu'il porte. Peut-être que ce ne sera pas la solution, enfin on l'a vu, on l'a rappelé hier encore, en éthique on ne trouve jamais de situation idéale, parfaite. C'est la moins pire des solutions qui apparaît, celle qui respecte les valeurs de tous. Donc, pour conclure, mon propos est oui, une hypothèse, consistant à dire que la délibération éthique est bien un moyen de lutte et de prévention contre les risques psychosociaux.
Maintenant, il reste à faire toute une étude. Alors, je ne sais pas, peut-être au sein des observatoires de pratique éthique, avec la CNERER. Peut-être qu'on en discutera demain ou dans une réunion de travail. Merci beaucoup. Merci Hélène. Alors, je crois qu'on a le temps de prendre peut-être une, deux, peut-être trois questions dans la salle si on est rapide. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou interventions ? Alors, en attendant que les mains se lèvent, moi, je ferai juste un commentaire pour compléter le propos d'Hélène. Il y a une publication québécoise qui est sortie par les équipes de juristes de l'Université de Montréal qui distingue les deux niveaux de valeurs. Il y a les valeurs personnelles qui sont assez ancestralement inscrites dans l'idée que le patient, dans les réponses qu'il attend, peuvent être à l'antinomie des valeurs qu'on a en soi-même. Donc ça en fait appel en particulier à la question de la clause de conscience que vous connaissez. Et ce qui est décrit dans ce papier, qui montre que le débat est quand même assez international, c'est que de plus en plus on s'interroge sur le décalage entre le discours institutionnel et les valeurs de l'institution par rapport aux missions réelles que le patient peut faire dans l'institution. Ce qui est un peu polémique parce qu'il fait appel à la question de la communication institutionnelle. C'est en quoi la communication institutionnelle, finalement, par moment, rentre en énorme décalage avec la vie réelle de ses salariés, alors qu'on pourrait imaginer que le discours de l'institution doit accompagner la préoccupation des salariés. Donc ça devient une question assez politique de management aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un autre élément de débat, vous savez, entre la promesse énoncée politiquement et la réalité de la concrétude sur les terrains pour les citoyens. Donc voilà, c'est des questions qui émergent et qui me semblent assez intéressantes. Est-ce qu'il y a une question du coup ? Jean-François, vas-y. Non, moi c'était un commentaire sur les aspects numériques, qui sont un élément essentiel déjà dès maintenant et qui vont l'être encore plus dans les années qui viennent. Moi, il me semble qu'il faut qu'absolument les horaires s'en emparent, d'abord dans les questions éthiques que vont poser le numérique en santé. Vous savez qu'il existe un comité pilote du numérique qu'on va essayer de transformer ou intégrer dans le comité d'éthique en général. Et deuxièmement, et ça va rejoindre ta remarque, Grégoire, vu du côté des patients cette fois-ci, ne pas oublier que environ 20% actuellement des personnes en France sont hors du système numérique, en particulier chez les personnes âgées, ce qui pose une série de questions actuelles pour les rendez-vous. Et c'est un point totalement essentiel, les populations migrantes, les populations les plus précaires, et que c'est bien sûr, il y a des enjeux qui vont se résoudre au fur et à mesure, en particulier pour les personnes les plus âgées, mais pas que, et avoir en tête que vraiment écouter cette fraction de la France qui est hors numérique est un point totalement essentiel. Merci Jean-François. Et je rajouterai comme codicine, je passe la parole à Alexandra après, une chose intéressante, c'est que l'éthique des vulnérabilités nous amène à parler de notre propre vulnérabilité, parce que l'hôpital sud-francilien, il y a quelques temps, se posait la question de que faire de non-numérique pour les patients qui n'accédaient pas au numérique. Et en fait, on voit bien comment aujourd'hui, le retour au non-numérique est une problématique de population générale. Donc je trouve qu'il y a aussi cette dimension-là, toujours intéressante, de s'interroger sur notre propre limite dans nos systèmes de management. Alexandra. Oui, non, juste peut-être en complément, dire qu'il y a une initiative nationale auquel certains espaces éthiques contribuent, je pense, actuellement, sur la réflexion sur là, je sais que vous n'aimez pas les grilles, mais en tout cas sur une liste de questions éthiques qui sont préalables avant l'usage du numérique, et ça s'applique à la fois aux outils numériques de télémédecine, mais aussi à l'espace numérique de santé, qui, voilà, on parle des aspects outils pour les professionnels, mais il y a aussi des outils qui, en théorie, pour le patient, en tout cas, devraient améliorer la qualité de la prise en charge, même si aujourd'hui, on peut être un peu dubitatif, puisqu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur la manière dont c'est déployé, mais on voit bien qu'il y a les deux aspects sur le numérique. Et donc, cette grille, normalement, elle est en cours de validation. Elle va être un support, je pense, pour de la formation. Et c'est vrai qu'on a cette exigence au niveau national de pouvoir avoir des axes de formation prioritaires. Vous le savez, et vous êtes sollicité tous les ans sur la circulaire qu'on fait à destination des opérateurs de formation, et notamment l'Agence nationale de développement du professionnel continu. Donc ça, c'est un sujet, je pense, vraiment qui doit être considéré pour les formations à venir. Et sur le deuxième volet, sur l'aspect management, et vraiment en écoutant Hélène, je disais qu'on est sur un axe de travail, à mon avis, sur lequel, en tout cas, le ministère de la Santé sera très partant. C'est-à-dire que... je ne sais pas si c'est
y a un téléphone qui buzz. Je suis sur écoute peut-être, non, c'est ça. On vérifie ce que... Non, juste pour dire que sur le sujet management, je pense que ça, c'est vraiment un axe fondamental, l'accompagnement des soignants sur la souffrance au travail. On voit bien que maintenant, il y a de plus en plus d'ailleurs d'établissements qui mettent en place des unités dédiées à la santé des professionnels de leur établissement. On voit ça maintenant, je ne sais pas si vous avez ça ici en Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas en Île-de-France, il y a plusieurs établissements qui ont créé des structures dédiées pour la santé de leurs professionnels de santé, et c'est un élément d'attractivité pour le recrutement. Donc je pense que ce sujet de l'attention portée du point de vue du questionnement éthique sur la manière dont on peut introduire de la collégialité qui soit les staffs un peu 2.0. Enfin, moi, je ne sais pas, quand on était jeune étudiant en médecine, on avait les staffs où c'était quand même un lieu, certes, on n'appelait pas ça une délibération éthique, mais c'était un lieu où, normalement, on pouvait aussi exprimer l'interne au même niveau que le chef de service, enfin, exprimer des considérations. Donc, je pense qu'on est très loin de ce modèle-là dans ce que Hélène a présenté, mais on voit bien qu'il y a, en tout cas, un axe de développement là-dessus sur le management et sur la manière dont on doit intégrer cette dimension-là, surtout après ce qui a été vécu par le Covid, quoi. Il y a une question, je crois, de Paul Loup. Ouais, c'est ça. Oui, c'était pour faire deux remarques sur la table ronde dans son ensemble. D'abord sur quelque chose que tu as dit en introduction, Grégoire, et qui a été repris ensuite sur l'extension du concept de soignant. Je ne suis pas si sûr que ce soit une si bonne chose de l'étendre à ce point-là. Dans l'étude qu'on a faite avec Anne-Caroline Claus-Verdreau, pendant la première vague du Covid, quand on interrogeait les agents d'entretien, les techniciens d'un côté, le personnel administratif, eux-mêmes ne se considèrent pas forcément comme soignants. Donc ça posait la question de savoir, finalement, est-ce qu'on impose une identité professionnelle, même avec beaucoup de bienveillance à des gens ? Est-ce que c'est la meilleure façon sachant qu'il y a en effet des tensions, des hiérarchies implicites, est-ce que c'est la meilleure façon de les dépasser, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux reconnaître chacun dans sa spécificité ? C'est une question que j'ouvre, hein, mais voilà. Je trouve que c'est une vraie question d'éthique. Et puis, sur l'hypothèse qui a été proposée par Hélène Gébel à la fin, je pense que c'est une bonne hypothèse et que c'est sans doute vrai que l'absence d'éthique augmente les risques psychosociaux et qu'au contraire l'éthique permet de les réduire. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que dans la prévention des risques psychosociaux, si on considérait que la démarche éthique est un élément de cette prévention, quel effet ça a sur cette démarche éthique ? En quoi ça la modifie ? Est-ce qu'on ne risque pas un peu d'anesthésier la fonction critique de l'éthique au profit d'une fonction assez psychologique, finalement, où l'éthique deviendrait le lieu de l'expression des ressentis, etc. Voilà. Merci Paul. Moi, je souscris aux deux questions, hein. Mais en tant que tel, je mérite presque des séances de travail parce que c'est des questions fondamentales. Juste sur la question de soignants, en fait, on ne va pas ouvrir le débat là, mais dans les remontées terrain, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a eu tendance historiquement à opposer les corps professionnels. Alors peut-être pas, comme tu disais, vers le versant des gens qui font le ménage ou des gens qui sont dans la restauration, mais plutôt sur un versant administrativo-gestionnaire. Et c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, mais ce que je voulais faire passer comme message, et beaucoup l'ont fait passer ici dans le fameux rapport Panthère, là, c'est que les administrateurs du système qui n'étaient pas directement en contact avec les patients se sont retrouvés en énorme souffrance aussi. Voilà, c'était ça l'idée. Sans pour autant dire qu'ils étaient soignants, ça, après c'est une question sémantique et tout, mais en tout cas, au niveau de la souffrance, c'est là que je disais, ça rejoint aussi une question de citoyenneté, quoi. Donc, est-ce qu'on souffre parce qu'on est citoyen en décalage ou est-ce qu'on est chargé d'une mission ? Moi, je crois quand même que quand on est chargé d'une mission et qu'on ne peut pas l'accomplir dans ses fondements, forcément, on peut se dire qu'on loupe un maillon du soin. Voilà. En tout cas, moi, mon propos, mais je vous ferai bien tout ce que vous voulez, c'est que je suis assez meurtri de ces oppositions qu'on voit dans le système hospitalier permanent
entre l'administratif, le soin et tout, alors que finalement, quand on discute le soir avec beaucoup de gens, tout le monde concourt à une mission commune. Voilà. Bon. Mais c'est un peu peut-être du prosélytisme, donc je m'en excuse. Juste, donc je pense qu'on a conclu, avant de passer la table ronde suivante à la présidence de Jean-François Delfrécy, et le temps que Jean-François vienne prendre ma place, je dirais un petit mot par rapport à ce qu'a dit Alexandra, et vous l'avez déjà fait, mais au titre de la CNRR, pour vous expliquer, des fois on se demande si on est suffisamment opérationnel. Dès qu'il y a des groupes de travaux nationaux qui sont mis en place, on essaye, dans la mesure de faire je peux, de les communiquer auprès de vous pour qu'il y ait des membres des espaces éthiques qui viennent y contribuer. Sur téléconsultation et télémédecine, je pense que c'est une réussite de ce point de vue-là, parce que ça fait que la culture qui est la nôtre diffuse dans les groupes de travail sans en faire une question spécifique, mais en faire une question de culture générale pour tous, et je pense que c'est très important. Voilà, donc Jean-François, je te cède le fauteuil en tout honneur.